Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la 5e saison de Micro-Croisés. Après 1 an d'absence, nous sommes heureux de vous annoncer que le podcast de l'ENSAMA a enfin dépoussiéré ses bureaux. Nous avons en effet constitué une nouvelle équipe en début d'année, avant de nous mettre au travail pour revoir le format du podcast et faire peau neuve. Mais une fois assis autour d'une même table pour discuter des épisodes, il nous a fallu désigner notre tout premier thème. Après quelques minutes à réfléchir aux actualités récentes, nous nous sommes finalement tournés vers ce qui se déroulait près de nous, au sein même de l'ENSAMA. C'est alors que quelqu'un a mentionné un certain concours du mobilier national, qui aurait cette année pour thème référence et irrévérence. De cette idée a découlé un autre mot, la tradition. Le double tranchant de ce mot nous a dévoilé un terrain de jeu subtilement large dans le domaine des arts appliqués et des métiers d'art. Car lorsqu'on veut aborder la tradition, on doit aussi parler de modernité, et lorsqu'on pense à l'innovation, on sous-entend aussi l'héritage. Ainsi, carnet ou micro à la main, nos différents chroniqueurs ont exploré ce thème en fouillant parmi les références, en visitant une exposition, et bien sûr, en allant à votre rencontre au sein des ateliers de l'ENSAMA. Nous vous souhaitons une très belle écoute. Bonjour! Pour cet épisode autour de la tradition, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir le point de vue de personnes qui ont une relation particulière à cette notion. Alors, en tant qu'élève de 3e année en objet, usage et événements, on est allé échanger avec les 2e année et 3e année LAC. Donc il y avait Emma, Marine, Victor, Laura, Adèle, Guillemette, Paloma, Camille, Victoire et Victoria. Et on est aussi allé parler avec des 3e année vitrail, donc Lana et Guénaël. Ils nous ont ouvert la porte de leur atelier pour qu'on puisse en apprendre plus sur leur domaine, mais également pour qu'on découvre leur approche de la tradition dans leur pratique artisanale. Donc on vous propose ici un résumé de cet échange. Merci Justine pour cette introduction. Avant de commencer, j'aimerais vous partager quelques notions essentielles que j'ai apprises grâce aux étudiantes en LAC. Donc déjà, la LAC désigne à la fois la matière et le savoir-faire asiatique. C'est une technique de recouvrement, un art de l'ornement et du décor avant tout. Et ce qu'elle a d'intéressant, la LAC, c'est qu'elle a des propriétés imperméabilisantes et résistantes au feu et à la chaleur. Le vitrail, lui, désigne de la même manière le matériau et la technique. Il est apparu dès l'Égypte antique, mais surtout développé au Moyen-Âge. Le vitrail, il prend aussi la forme de pièces de verre colorées qui sont enchâssées dans des bandes de plomb et donnent vie, du coup, à des compositions décoratives et figuratives. Et donc, c'est un art ornemental et de narration imaginée. Mathilde, tu as pu, du coup, échanger avec certains étudiants en LAC, et est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui les a attirés vers la pratique d'un métier d'art aussi exigeant ? Alors, les filles m'ont expliqué que c'était beaucoup par hasard, en fait, pendant les journées portes ouvertes de l'ENSAMA qu'elles ont découvert l'atelier LAC. Elles sont tombées sur cet atelier qui est situé au rez-de-chaussée de l'école, et elles ont été charmées par les travaux qui étaient exposés et l'ambiance qui s'en dégageait. Et pour d'autres, c'est aussi parce qu'elles ont été motivées par une envie de manipuler la matière de façon un peu plus concrète qu'on pourrait le faire en design. C'est le cas pour les vitraillistes aussi, Justine ? Les filles, elles nous ont expliqué qu'elles aimaient bien ce lien avec la matière qui existe dans le cursus d'apprentissage d'un métier d'art. Et elles nous ont aussi dit aimer le rapport au travail manuel et à la sensibilité aux couleurs et aussi à la lumière et aux reflets. Ok, super, mais justement, comment les étudiantes de vitrail se sont initiées à l'apprentissage de ce métier d'art ? Alors, leur premier exercice, c'est une vitrerie géométrique. Ça leur permet d'appréhender le verre et les gestes fondamentaux du vitrail, donc par exemple la coupe du verre, le sertissage, la peinture et aussi la soudure. À l'école, elles apprennent la technique du vitrail traditionnel au plomb, mais il existe une autre technique de sertissage au fil de cuivre qui s'appelle le Tiffany. Elles apprennent également des techniques applicables sur le verre, comme le thermoformage et le fusing. Et quand on les a rencontrées, elles venaient d'achever un workshop de photos sur verre. Concernant les lacs, Mathilde, est-ce que justement il y a autant de techniques traditionnelles autour d'un même matériau ? Alors en première année, elles apprennent toutes les techniques traditionnelles qui sont relatives au type de vernis utilisé. Il existe autant de vernis que de techniques, mais à l'ENSAMA, donc elle se base sur l'apprentissage de 3 types de vernis. Le protocole pour traiter la laque, donc on applique des couches de vernis sur un support. La première étape, c'est l'application de l'apprêt, donc en 3 à 10 couches. Et puis on applique les fonds colorés, et entre chaque couche de vernis appliqué, il y a une phase de ponçage.
Et puis pour terminer, il y a une phase de décor qui comprend parfois la métallisation ou bien le décor à la feuille d'or. C'est un processus très long qui explique le prix et le prestige des objets laqués. Une fois que donc, cette première année est passée, avec tout l'apprentissage donc, traditionnel, on a une deuxième année qui leur permet d'expérimenter l'usage de la laque par l'échantillonnage. Et comme la laque est vraiment très ancrée dans la culture asiatique, est-ce que les élèves, elles ont pu un peu ressentir ce lien à cette culture dans leur apprentissage ? Oui, elles m'ont expliqué donc qu'en première année, elles découvrent cette culture asiatique et que pour elles, c'est comme un monde qui s'ouvrait tellement qu'il était riche. Elles m'ont parlé de leur apprentissage, notamment des chinoiseries, qui sont des panneaux traditionnels asiatiques. Donc par cette découverte, elles apprennent le travail du relief et la pose de feuilles d'or. Et est-ce qu'en vitrail, on a ce même attachement aux techniques traditionnelles ? Alors effectivement, elles ont exprimé une attache assez inévitable à la tradition. Maintenant, elles essayent surtout d'être ouvertes aux alternatives techniques, comme par exemple une nouvelle alternative qui concerne un sertissage en papier mâché. Maintenant, le respect de l'ancien est assez important dans leur formation, mais elles gardent quand même la volonté d'être ancrées dans la nouveauté avec le type d'histoire qu'elles racontent. Et donc le vitrail, il a aussi bien sûr un lien assez direct avec la restauration. Et leur formation ici leur permet de restaurer des vitraux datant d'après le 19e siècle. Maintenant, pour les vitraux antérieurs à cette période, elles auraient besoin d'une formation bien plus longue et bien plus scientifique, très axée sur l'histoire de l'art, qui dure à peu près 5 ans. Et donc, au sujet de leur poursuite d'études et d'une perspective de carrière professionnelle, qu'est-ce qu'elles vous ont expliqué ? Alors en vitrail, elles se voient surtout en fait peut-être soit continuer dans un DSA matériaux, ce qui pourrait en fait être intéressant pour elles pour continuer d'explorer leur approche plutôt personnelle autour du vitrail. Mais par contre, il y en a quand même beaucoup d'entre elles qui aimeraient plutôt se diriger vers des FCND parce qu'elles ont vraiment la volonté de comprendre mieux le milieu professionnel qui est assez complexe au sein de ce métier d'art. Ok, et Mathilde, qu'en est-il pour les laqueurs ? Alors souvent, lorsque les laqueurs travaillent, donc par rapport à une carrière professionnelle, ils ont souvent un statut d'artiste plutôt que d'artisan. Même si à Paris, on a quelques ateliers d'artisans laqueurs qui sont par exemple l'atelier Brugier ou l'atelier Midaven. Une autre facette du métier de laqueur pourrait être celui de la restauration d'objets ou de panneaux, puisque la plupart des objets laqués datent des années 70, qui marquent les débuts de l'utilisation de la laque cellulosique ou polyuréthane. Et c'est une laque ce sont des vernis durs pour lesquels on utilisait moins d'apprêt, et donc les objets s'abîment beaucoup plus vite que ceux qui sont laqués actuellement, et il y a une grande matière à restaurer. Et au niveau de leur poursuite d'études, donc elles m'ont expliqué que déjà le stage de deuxième année était un moyen pour elles de s'immerger dans un atelier de restauration et dans des manufactures. Et il y a un exemple qui m'a marqué d'une fille qui avait fait son stage donc, dans une manufacture au Vietnam, où elle avait découvert des processus industrialisés en partie, puisqu'en fait, dans cette manufacture du Vietnam, les supports étaient faits à la machine, et même si la laque était appliquée à la main, pour plus d'efficacité, les artistes laqueurs étaient répartis en différents pôles, donc il y avait un pôle décor, un pôle ponçage, un pôle expérimentation, donc il y avait une certaine efficacité qui ressemblait presque à un procédé industriel. Mais ce type de procédé est rare et n'est réservé en réalité qu'au vernis synthétique qui sèche beaucoup plus vite que la laque végétale. Et puis, comme pour les vitraillistes, quelques étudiantes aimeraient compléter leur DNMAT par une période d'études dans une autre section. Et pour certaines d'entre elles, le DSA métier d'art de l'ENSAMA serait un moyen d'approfondir leurs recherches en maîtrisant ce savoir-faire exceptionnel qui est celui de la laque. Et du coup, les élèves, est-ce qu'elles vous ont un peu parlé des projets réalisés en partenariat avec les autres sections au sein de l'ENSAMA ? Actuellement, elles font un partenariat avec les événements pour le fameux concours du Mobilier National. Elles participent aussi à d'autres workshops, dont un l'année dernière qu'elles ont fait avec les premières années mosaïques et les DSA textiles. Et en fait, il s'agissait de créer des matériaux qui faisaient deviner des sensations et des adjectifs à des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Et selon elles, justement, avec quelles autres sections de l'école elles auraient un peu plus de similitudes ? Alors, la relation avec les fresques leur paraît assez logique parce qu'il y a une continuité du travail des surfaces. Donc, elles travaillent les surfaces en verre et donc les fresques plutôt murales. Donc, il y aurait
cette continuité. Aussi avec la section métal, ça les intéresserait de créer un lien entre ces deux disciplines, notamment pour développer ce qui serait de l'ordre de l'encadrement de leurs travaux. Et puis elle nous parlait aussi de leur curiosité de travailler avec des sections de design, donc par exemple les graphistes ou à nouveau les événements, parce qu'elle trouvait ça intéressant de voir comment le vitrail pouvait s'intégrer dans un ensemble, dans un univers et dans une scénographie. Pour les étudiants en LAC, est-ce qu'ils t'ont parlé de projets transversaux ? Oui, ils m'ont parlé d'un premier projet qui est donc celui d'une vitrine pour quartier qu'ils font en partenariat avec les étudiants en métal. Et donc l'objectif de ce projet, ce serait de mettre en avant les bijoux par le travail de la laque et du métal, en créant des illusions d'optique et des jeux de lumière. Et puis il y a un autre projet qui se répète tous les ans depuis 6 ans, qui prend place environ en janvier, et qui regroupe les étudiants en laque, en métal et en textile. Pendant un semestre entier, donc ils produisent un objet autour d'un thème commun. Et cette année, le thème sera en lien avec l'exposition minimale qui s'est déroulée à la Bourse du Commerce au début de l'année scolaire. Et ce projet, il est très important en réalité, parce qu'une étudiante m'a expliqué que il marquait une première approche de la transversalité dans l'utilisation de la laque, de la pluridisciplinarité en réalité, parce qu'en hybridant la laque avec le métal et avec le textile, ça leur permettait d'avoir une approche un petit peu innovatrice. Et c'est un pas vers la 2e année. Et puis enfin, les étudiantes en laque participent, donc comme les étudiantes en vitrail, au concours Jeunes créateurs du mobilier national sur le thème de l'irrévérence, et donc par groupe avec les 3e années événements et avec les DSA comme de marque, elles réfléchissent à une production. Le rendu s'effectuera en février. Ok, merci pour ces réponses qui permettent de mieux visualiser comment chacun peut s'emparer aujourd'hui d'une notion aussi importante que la tradition. Et bon courage à tous les étudiants qui participent au concours du mobilier national. On a hâte de voir vos projets et comment vous allez vous saisir de cette notion qu'est la tradition. Merci pour votre écoute et à une prochaine. Quand on parle de tradition, la question de la restauration du patrimoine s'invite presque naturellement. Les étudiants en métier d'art possèdent un lien plus ou moins proche à celui-ci. Une source d'inspiration, un puits de connaissances ou encore un futur métier dans le milieu. Dans cette rubrique théorique, je vous propose d'ouvrir un pas de côté sur la notion de restauration du patrimoine. Ensemble, nous allons découvrir une pensée singulière qui s'oppose au dogme de son époque, celle de Camillo Boito. Pour contextualiser, le débat, qui est toujours actuel, sur la restauration prend vraiment forme à la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre, qu'en est l'idée même de monument historique. À l'époque, on oppose 2 figures. John Ruskin, pour qui un monument doit être conservé dans son état authentique, et Eugène Viollet-le-Duc, qui assume au contraire une approche interventionniste visant à restituer un état complet que le bâtiment n'a peut-être jamais connu. Néanmoins, nous allons constater l'apparition d'une 3e voie, celle de Camillo Boito. Architecte, théoricien, historien de l'art, mais aussi romancier. Concrètement, Boito prône la conservation avant tout, mais il n'exclut pas les interventions contemporaines. À une condition, qu'elles soient réversibles, lisibles et honnêtement signalées. En effet, il refuse la restauration qui travestit le monument en faisant passer du neuf pour de l'ancien, tout autant que l'inaction qui laisse un édifice se dégrader. Pour illustrer sa pensée, Boito formule 8 règles essentielles. Différencier le style entre le nouveau et l'ancien, différencier les matériaux de fabrication, garder les nouvelles parties sobres et sans ornement, conserver et exposer les fragments anciens retirés, dater chaque élément restauré, inscrire une épigraphe descriptive sur le monument, documenter le chantier par écrit et photographie, ce qui pourrait être conservé soit dans l'édifice même, soit dans un lieu attenant, soit sous forme imprimée, et ne pas négliger la notoriété. Pour illustrer ce point, ce qui signifie, c'est que les travaux effectués ne doivent pas chercher à passer inaperçus. Ils doivent être reconnaissables sans pour autant nuire à l'esthétique principale. Pour lui, ces règles rendraient le travail honnête auprès des visiteurs et des futures générations. Autrement dit, restaurer oui, mais sans tromper, et en assumant un geste contemporain. Je souhaite d'ailleurs vous citer un court extrait d'un de ses textes, La restauration en architecture, écrit en 1893, et qui illustre plutôt bien sa pensée.
les monuments anciens doivent garder leur aspect vénérable et pittoresque. Si des adjonctions, des restitutions se révèlent vraiment indispensables, je devrais faire en sorte que l'on voit que ces travaux sont l'œuvre des modernes. Finalement, le débat sur la limite de la restauration du patrimoine ne cesse d'exister. Il dialogue avec son temps et change selon les sociétés. Par sa pensée, Boileau nous rappelle que nous ne sommes que des passeurs, à nous de transmettre, avec humilité et honnêteté, ce que des siècles ont construit avant nous. Au cours de cette rubrique, j'ai pu vous présenter de façon très résumée la pensée de Camillo Boito. Si cette pensée vous intéresse, je vous conseille d'aller lire Conserver ou restaurer les dilemmes du patrimoine, qui est une traduction de l'italien du livre de Camillo Boito. Ce dernier est présenté par Françoise Chauet, qui contextualise superbement bien la notion du patrimoine. Il y a plus de 350 ans, sous le règne de Louis XIV, le ministre des Finances, Jean-Baptiste Colbert, veut redresser l'économie de la France. C'est à ce moment que naissent les premières manufactures royales, ainsi que le garde-meuble de la couronne qui servira à aménager le palais de Versailles. Aujourd'hui devenu le Mobilier National, cette institution regroupe de nombreuses manufactures, dont celle des Gobelins, de Sèvres ou encore de la Savonnerie, qui conserve et restaure plus de 100 000 objets, mobiliers et textiles. Ces pièces reflètent la variété des réalisations qui ont traversé les siècles durant lesquels chaque monarque affirmait son propre style. Cette année, 16 de ces pièces ont été sélectionnées dans le cadre de la 6e année consécutive du concours Jeunes Créations. Assises, horloges, tapisseries, lampes et nécessaires de toilette seront les références d'un travail auquel participent 436 étudiants répartis sur 12 établissements différents. Référence, irrévérence. Sur ce thème, ils deviennent acteurs de ce continuum entre le passé de la France, marqué par des savoir-faire traditionnels anciens, et la volonté d'apporter une nouvelle lecture et une réinterprétation de ce patrimoine. Dans ce sens, les écoles deviennent de véritables conservatoires laboratoires, mêlant leur vocation de perpétuer, d'expérimenter et d'inventer. Ce concours donnera lieu à des réalisations concrètes qui seront produites et placées dans des lieux institutionnels. Lors de la première édition, la pièce lauréate est devenue la table du Conseil des ministres. Cette année, le lauréat verra sa réalisation être proposée à la commission d'acquisition du Mobilier National. À l'ENSAMA, les projets de 170 étudiants participants sont nourris par la diversité et l'hybridation, véritable moteur de ce concours. On retrouve notamment le partenariat entre les DNMA d'objets et les DSA métiers d'art, les DNMA de lac, textile, graphisme, espace habitat et patrimoine, vitrail et événements. Tous travaillent ensemble par équipe pour proposer un projet encore à ses prémices, dont la première phase de recherche aboutira avant les vacances de Noël. Débutera alors une deuxième partie de réalisation et de production avant un rendu final prévu le 15 mars 2026. Allons maintenant à la rencontre des étudiants. Bonjour, donc je m'appelle Paloma et je suis dans la section LAC en 3e année. Moi, c'est Tristan Gouriou, dans la section événements en 3e année également. Tout d'abord, nous aimerions savoir, pour vous, du coup, en tant qu'élève en DNMA de lac et événements, ce que représente ce concours du Mobilier National. Qu'est-ce que ça apporte de travailler dans ce groupe qu'on n'attend pas de premier abord? D'abord, étant en événement, on a eu conscience qu'à partir de la consigne de ce projet, on savait qu'on avait un petit peu un écart sur d'autres sections qui avaient ce côté un petit peu plus manuel. Nous, comme on est plutôt concentré sur les espaces, on était au début un petit peu aussi en difficulté sur est-ce qu'on devait essayer d'effectuer justement un espace ou est-ce qu'on devait s'adapter au concours et s'imprégner un petit peu des autres sections et travailler à l'échelle de l'objet. Pour nous, c'était travailler avec les lacs, ça nous a permis justement d'utiliser un savoir-faire pour matérialiser un espace, faire ressentir par les émotions, la couleur, des formes, etc. Maintenant, concernant un peu plus votre projet, quel objet vous aviez choisi au départ et quelles sont vos premières pistes de relecture, comment vous arrivez à combiner vos deux sections? Dans un premier temps, on a chacun individuellement choisi une œuvre. On a chacun eu une sensibilité différente par rapport à chaque objet. À partir de ça aussi, on en discute, ça crée des débats aussi. La mise en groupe, finalement, ça permet de se mettre d'accord tout simplement sur un objet, peut-être plusieurs, parce qu'on a le droit d'hybrider aussi. Nous, en l'occurrence, on s'est hybridé sur 2 objets, donc la lampe bouillotte et le tapis Vasarely. Ça permet de, pas uniquement dans les savoir-faire, mais aussi donc dans la sensibilité et dans le choix des œuvres,
d'avoir ce mélange qui est hyper pertinent, hyper intéressant. On entend un tapis, une lampe, des objets magnifiques, mais quelle place va avoir la laque dans la réinterprétation de ces objets ? Car ce qui est intéressant, donc, c'est d'avoir ce choix assez inattendu. En laque, je suppose que tu vas apporter plutôt le côté technique et en événement, toute la narration qui vient autour ? J'ai fait plusieurs expérimentations, notamment autour de la lumière, des couleurs, et ça a permis aussi d'aboutir sur des discussions plutôt autour de l'espace et comment scénariser l'ambiance, et que je trouvais hyper intéressant, où peut-être on réfléchit un peu moins à ça en laque, où on réfléchit plus aux textures, à la couleur. En fait, ce qui nous a intéressé aussi dans chaque œuvre, c'est pas forcément le côté matériel. On apprécie aussi la signification que ça peut avoir. Donc, par exemple, le tapis Vasarely, je pense au mouvement d'art optique, d'art cinétique. Pourquoi ça a été mis en place ? Pourquoi ce mouvement ? Comment ce mouvement est arrivé ? En réponse à quoi ? Donc en fait, on s'interroge aussi sur l'artiste. On essaye de se mettre à son point de vue et puis de comprendre pourquoi il a créé ça. Et on s'en inspire. Et pour la lampe bouillotte, pareil, on s'inspire de son rôle, de son usage. Et on ne s'arrête pas forcément au côté matériel et visuel de l'objet. D'où justement l'importance de la sensibilité au début, mais qui cache derrière quand même un fond qui demande qu'à être découvert. Et voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé à dégager aussi des axes de recherche par rapport à ces deux objets. Par conséquent, de quelle manière avez-vous travaillé la laque dans votre projet ? De quelle manière avez-vous mis en œuvre cette matière ? Donc la laque, c'est l'art des vernis, donc l'art de recouvrement de surface, et on peut le travailler de différentes manières, que ce soit très lisse, très brillant, très mat, ou avec des reliefs. Et déjà ici à l'école, on apprend 3 types de laques différentes. La laque polyuréthane, on travaille par couche au pistolet, ce qu'on utilise pour la carrosserie de voiture. Et sinon, la laque vernis gras, où c'est inspiré en fait un peu plus de la laque asiatique. Et la laque hydrosoluble, où là c'est plutôt un travail qui ressemble, on va dire, plus à l'aquarelle, donc qui peut se diluer à l'eau. Et voilà, donc c'est toujours une succession de couches, mais qui se travaille différemment. Et ici, là, pour le concours, c'était aussi un challenge de travailler avec d'autres matériaux, comme par exemple le plexiglas, où j'ai fait plusieurs tests, et notamment avec des pigments phosphorescents pour créer des effets avec des lampes ultraviolettes. Donc c'était aussi un challenge de travailler avec ces matériaux-là. Pour finir, comment votre création va-t-elle venir dialoguer avec votre référence ? Allez-vous créer un nouvel objet ? Va-t-il coexister avec votre objet référent ? Donc forcément, on s'est posé la question, on a pensé un petit peu aux deux solutions. Donc la première solution, c'était effectivement d'apporter quelque chose à la lampe, qui était quand même notre objet principal, dans le sens où on s'inspirait du tapis, mais on n'allait pas forcément reprendre sa forme. Donc on s'est posé la question, est-ce qu'on reprend la forme de cette lampe-là ? On lui ajoute des choses, des motifs peut-être. Finalement, on a essayé vraiment de s'inspirer de l'usage de la lampe. Donc la lampe bouillotte, la bouillotte, ça correspond en fait à un jeu auquel on jouait, qui aujourd'hui est ressemblant, c'est le cousin du poker. On a donc décidé de prendre cet usage et de questionner aussi une notion de la société, à savoir donc les jeux d'argent, l'addiction aux jeux d'argent. Et en fait, on s'est dit qu'il y avait un côté forcément irrévérencieux à cet objet qui était assez luxueux, destiné à une certaine bourgeoisie, etc. Donc ici, presque dévaloriser cet objet en parlant de cette notion d'excès aussi, avec le jeu où on n'arrive plus à s'arrêter, etc. Et à partir de ce fond-là, on a imaginé un autre objet. Donc il s'agit quand même d'une applique, parce que nous aussi, on a comme contrainte de travailler la lumière. D'où le choix aussi de la lampe et donc d'où le choix de l'applique pour nous aider à créer des ambiances et à révéler des notions mystérieuses en lien donc avec cet excès des jeux d'argent. Merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré pour répondre à nos questions et on a hâte de découvrir la suite de cette histoire. Nous sommes avec Blanche, Iris, Lou et Noémie en 2e année d'objet.
Pour votre projet et puis votre réponse au concours du Mobilier National, on voulait déjà savoir un petit peu quelle était votre référence et puis la manière dont vous avez voulu justement la relire. Qu'est-ce que vous avez voulu proposer finalement de nouveau ? Donc nous on a choisi la référence du lit pliant. C'est un objet qui nous a intéressés parce qu'il est pliable et transportable partout et il fait partie d'une collection qui s'appelle Mobilier de campagne. Et ça fait vachement un grand écart par rapport aux objets qui existent de l'époque parce que c'était des objets d'apparat. Et là cet objet il est plutôt très simple, c'est juste du cuir et du métal. Donc il nous a plutôt intéressés parce qu'il nous a intrigués. Du coup, on est parti sur plusieurs axes. D'abord sur le côté donc pliable et modulable du lit pliant. On pensait interroger la fonction et du coup faire irrévérence en modifiant la fonction qui de base appelle au repos, en trouvant une fonction contraire, par exemple la fête ou bien le travail. Je pense que c'est important de rappeler aussi un peu ce que c'est quand même à la base la notion d'irrévérence, parce qu'on a beaucoup travaillé, nous, à partir des références, mais on n'a pas, c'est quelque chose que les profs ils nous ont beaucoup demandé de faire, c'est de définir ce que c'était la notion d'irrévérence et réellement l'inclure dans notre projet, pas juste de changer un matériau, de changer une fonction, mais vraiment, le dictionnaire il définit l'irrévérence comme un manque de respect, un manque de révérence. Et pour moi, les synonymes de l'irrévérence, c'est la désinvolture, l'impolitesse, limite l'insolence. Et le Mobilier National, je pense qu'il attend une certaine forme d'autodérision de notre part à propos des objets qui nous sont présentés et des références qu'on a choisies, en fait. De faire preuve d'esprit critique, c'est un truc hyper important, je pense, en tant que designer. Et puis aussi, dans ce projet particulièrement, il fait vraiment appel à cette capacité qu'on est censé développer au cours de nos années d'études et même, je pense, après dans le monde professionnel. Et pour moi, je pense que c'est hyper important. Un exemple un peu plus imagé de ce que c'est l'irrévérence, il avait donné l'idée du fou du roi. Donc le fou du roi, c'est celui qui va critiquer le roi en faisant des blagues, mais surtout qui va en fait réussir à s'imposer, trouver son propre rôle en étant intégré dans la société, mais tout en continuant du coup à critiquer, à montrer aussi un peu tous les vices de notre société et surtout tout ce qu'on dit en fait à propos du roi que personne n'ose lui dire parce qu'en fait c'est la figure d'autorité, parce qu'on a peur de se faire rabâcher les oreilles, on a peur de tout ça et le fou du roi c'est son rôle à lui. C'est lui qui va venir dire on dit ça à propos de toi dans les bas quartiers, etc. Et je trouve que c'était un super bon exemple que le prof il a trouvé. Et nous, c'est ça qu'on est censé faire dans notre projet, quoi. Du coup, maintenant, une question un petit peu plus par rapport à votre organisation et puis votre manière de travailler, un petit peu de savoir comment votre équipe elle s'est constituée et puis comment vous répartissez les différents rôles. Au niveau de la répartition du travail, c'est surtout des réflexions collectives où vraiment ensemble on essaye de trouver des idées, de réfléchir, de trouver des références de notre côté, puis de confronter nos idées ensemble. Ça se fait assez naturellement. Je pense qu'on a un truc qui est très intéressant aussi dans nos groupes, c'est qu'on a un usage, un service en exception, et qu'on a tous quelque chose à apporter au projet. C'est pour ça qu'ils nous ont mis ensemble, et c'est aussi quelque chose sur lequel les gens qui nous ont présenté le sujet quand on est allé à la Sorbonne, ils insistaient vachement. C'était l'idée de faire ensemble, de faire un ensemble, c'est de faire un ensemble dans nos projets, mais aussi de faire ensemble, donc de mélanger les différentes capacités de chacun, de mélanger designers et artisans, de mélanger du coup nous dans notre cas les usages, les services, les exceptions, et de chacun va amener sa patte, sa manière de réfléchir au-delà de juste nous en tant que personne, en tant qu'étudiants et futurs designers. On va venir apporter un truc vraiment différent dans notre culture, dans la manière dont on a appris le design, la manière dont on nous enseigne le design à l'ENSAMA. Et du coup, ça fait qu'en fait, on va avoir énormément de points de vue qui sont super différents et qui vont apporter énormément de richesse à nos projets. Au-delà de l'aspect conceptuel dans la réalisation, tout à l'heure, moi, je parlais avec Clémence. Clémence, elle maîtrise plus la 3D que moi. Zarina, par exemple, elle n'a pas du tout envie de travailler là-dessus. Moi, je suis en exception, donc logique, forcément, je vais sûrement plus m'orienter vers la matière. Et on va tous avoir un truc où on n'est pas obligé de rester dans nos cases de filière. Mais en tout cas, on va avoir forcément tous un truc différent à ajouter à notre projet qui fait que c'est un super avantage de travailler en groupe. C'est surtout que du coup, ça va venir dire des choses différentes du projet en fonction de notre vision des choses.
et apporter une diversité qui est folle et hyper intéressante quand on travaille, quoi. C'était en octobre 2025, au cœur de Paris, que se déroulait l'exposition Les Nouveaux Ensembliers dans l'enceinte historique du Mobilier National à la Galerie des Gobelins, célébrant par la même occasion le centenaire de l'exposition internationale des arts décoratifs de 1925, qui était un événement mythique qui avait donné naissance à l'art déco. Et cet événement a pour vocation de présenter l'avant-garde de l'architecture intérieure française, portée par une génération d'architectes décorateurs expérimentés, mais n'ayant pas encore eu l'opportunité de présenter leur regard sur ces nouveaux usages contemporains. Puisque un siècle plus tard, la question reste la même, mais le contexte a changé, à savoir comment mettre en lumière les valeurs de représentation, d'échange et de collaboration, tout en affirmant l'excellence du design et de l'architecture intérieure comme le reflet d'une culture française aussi plurielle que cohésive. Le tout évidemment en intégrant de nouveaux enjeux comme l'éco-responsabilité, la durabilité et la transmission des savoir-faire. De ce fait, les participants tiennent à renouer avec cet héritage, tout en restant connectés avec la modernité, en tirant parti des matériaux durables et d'autres outils d'innovation. Donc cette grande exposition avait un fil conducteur, avait un thème, on va dire, qui se nommait l'ambassade de demain. Donc c'est un sujet assez ambitieux, mais qui résonne particulièrement avec l'actualité. Et en fait, l'ambassade ne serait plus un lieu figé de pouvoir, mais un symbole, celui du dialogue, de l'accueil, en fait comme un réel manifeste de l'hospitalité où se rejoue notre manière de vivre ensemble. Et à travers ce motif, les designers invités sont encouragés à imaginer ce que pourrait être un espace de rencontre dans un monde traversé par des mutations, avec toujours pareil, comme boussole, l'excellence artisanale française. L'exposition, ce n'est pas un simple parcours, c'est une balade en fait à travers les différentes pièces, à travers 10 univers d'une ambassade. Donc on va y retrouver le bureau, la salle à manger, la salle de réception, la chambre présidentielle, etc. Et en fait, diviser l'exposition en ces espaces à la fois intimes et conversationnels, ça permet de montrer une ambassade plurielle, inscrite dans l'échange et la réception. Donc on va vraiment passer de l'ambassade nomade et réversible qui sublime les textiles et les objets de réemploi avec une intention évidemment décorative de Emilio Studio, aux ornements trompe-l'œil invitant à l'évasion intellectuelle et imaginaire du studio GGSV. Donc on va vraiment être entraîné dans la singularité du travail de chaque designer dans une pièce dédiée à leur travail. Oud, par exemple, va nous immerger sur les rives du Nil. Donc, le studio propose un espace ritualisé, porteur de mythes et de légendes, en écho à l'héritage millénaire de l'Égypte. Paul Bonlaron, lui, joue la carte d'une gourmandise décorative durable, issue de restes alimentaires, où il conçoit en fait un banquet fantaisiste avec une tapisserie en peau d'aubergine, des vitraux en bioplastique de légumes et tant d'autres et d'expérimentation. Mathilde Berretillo nous invite au désir de la rencontre avec des pièces hautes en couleurs et des objets allégoriques. Sophie Dries revisite le boudoir littéraire féminin des années 1920 en concevant un lustre en hommage notamment à Eileen Gray. Nous retrouvons également Atelier Craft qui, à travers une recherche sur l'empreinte, la mémoire et les processus de fabrication, transforme nos imaginaires et sur la représentation du pouvoir à travers une cuisine de réception. Je vous invite également à découvrir le travail du studio Dak et Zéphyr qui rend hommage à l'héritage culturel créole avec vraiment poésie et sensibilité. Je vous invite également aussi à découvrir le travail des studios Rennes qui explore les influences et le métissage des cultures brésiliennes, puis le travail de Marion Mailander qui réinvente l'art de recevoir et les arts de la table comme un véritable terrain d'expression multiples. Donc en fait, le salon des nouveaux ensembliers met en scène cette idée avec une clarté remarquable, où en fait la tradition n'est pas là pour figer, elle est là pour transcender. Et il serait naïf de croire que les objets et les espaces sont neutres, ils participent à la manière dont on accueille, dont on discute, dont on habite. C'est-à-dire qu'un bureau, une chambre, une salle à manger sont des scènes en quelque sorte de diplomatie quotidienne. Et penser ces espaces, les matérialiser avec soin, c'est déjà penser une forme de paix.
Et ce qui est assez chouette aussi avec cette exposition-là, c'est que ce n'est pas seulement en fait des architectes, décorateurs, on va avoir aussi d'autres invités, d'autres partenaires et mécènes, avec notamment la Manufacture nationale de Sèvres. On va avoir le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. On va retrouver aussi le programme Push et le 19M, tous évidemment avec comme ambition de présenter des créateurs créateurs et créatrices qui ont qui sont engagés à conserver et réinterpréter la tradition française tout en l'inscrivant dans d'autres enjeux plus modernes avec l'éco-responsabilité, etc. Et donc en fait le salon réaffirme plus que jamais l'importance de transmettre les savoir-faire et de mettre en lumière la création française, puisqu'il y avait pas moins de 135 artisans et métiers d'art qui ont contribué à façonner les décors exposés. Notre épisode touche à sa fin. On espère avoir su piquer votre curiosité avec ce premier thème. Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous partager vos avis et vos suggestions depuis nos réseaux. C'était Micro Croisé et à la prochaine!